Bonjour mes chers collègues. Aujourd'hui, je suis avec Alice du blog Bonjour je suis, sur lequel elle propose des ressources pour enseigner sans manuel. Aujourd'hui, elle nous parle en particulier de la pédagogie de Freinet et de son application à la classe de FLE. Bonne écoute! Donc bonjour Alice. Bonjour Marianne. Merci d'avoir à nouveau accepté de répondre à quelques questions. Donc la dernière fois, on s'était vu et on avait vraiment abordé de manière superficielle la pédagogie Freinet que tu utilises beaucoup, que tu connais bien. Donc est-ce que, voilà, aujourd'hui on va plutôt parler de ça plus en détail. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il retourne? Oui, donc la pédagogie Freinet est née dans les années 1920 avec le pédagogue Célestin Freinet. Donc, pour la petite histoire, Célestin Freinet était instituteur dans l'éducation nationale. Il est parti à la guerre pendant la Première Guerre mondiale et quand il est revenu, euh, il avait quelques difficultés respiratoires parce qu'il avait eu une balle dans le poumon. Donc, c'est pas la seule raison, c'est pas le seul déclencheur de sa pédagogie, mais c'est intéressant parce que au départ, c'était un handicap, une contrainte. Même d'ailleurs, l'éducation nationale, je crois, hésitait un peu à le faire reprendre à temps plein, alors que lui, il était en Provence, vers les Alpes, Alpes-Provence. Donc il était vraiment dans la campagne, c'était un instituteur de campagne. Et il avait des difficultés respiratoires, donc pour lui, c'était important de sortir beaucoup. Donc c'est comme ça, je pense qu'il y a plusieurs origines aux sorties, qui s'est mis à sortir avec ses élèves. Et dans les années 1920, c'était une époque aussi où l'estrade était très importante et où le maître avait un statut vraiment, il y avait une hiérarchie très importante. Et lui, il a tenu à supprimer l'estrade, à supprimer les châtiments corporels. Je pense que c'était quand même très avant-gardiste parce que les enfants se faisaient beaucoup frapper sur les mains quand ils donnaient des mauvaises réponses ou qu'ils faisaient des bêtises en classe. Lui, il a supprimé tout ça. Donc petit à petit, il a eu l'air d'un marginal. Donc il y a eu voilà, les classes promenades qui sont vraiment dans la pédagogie freinée maintenant toujours très importantes. Donc il partait juste dans la campagne, dans le bourg, à découvrir, il partait découvrir avec les enfants tout ce qu'ils voyaient. Et il n'y avait pas de consigne précise. C'était on part, on observe et après on revient et on fera des comptes rendus. Donc déjà ça c'était une première matière à, à l'apprentissage, aux recherches, au tâtonnement, à l'exploration. Donc, il croisait un forgeron, il lui posait des questions, il croisait tels végétaux, tels animaux. Donc, c'était déjà une énorme matière pour apprendre. Donc, il y a eu ça, il y a eu quelque chose de très important dans la pédagogie Freinet que Célestin Freinet a lancé, c'est l'imprimerie. Donc, nous, on ne se rend pas trop compte en 2020, mais donc c'était d'ailleurs, oui, il y a 100 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas de photocopie, il n'y avait, il y avait pas les ordinateurs, bien sûr. Donc, tout était à la main. Et je ne sais pas exactement où en était l'imprimerie dans les années 1920, mais lui, il a vraiment intégré l'imprimerie dans la classe. Donc, ça veut dire que les enfants eux-mêmes avaient leur imprimerie et qu'ils écrivaient, créaient, mettaient en page avec les lettres d'imprimerie leurs journaux, leurs livres, leurs exposés. Donc, c'est eux qui créaient leur propre contenu d'apprentissage. Donc, ça, c'était vraiment très, très avant-gardiste. Il a mis en place la correspondance avec d'autres enfants. Donc, par exemple, quand on lit un peu la vie de Célestin Freinet et tout ce qui s'est passé, les enfants provençaux tenaient une correspondance avec des enfants bretons. Donc, encore, il faut se mettre dans le contexte des années 1920 où il n'y avait pas Internet et où la communication entre les régions n'était pas si simple. Ou dans les régions, beaucoup de gens parlaient encore leur propre langue régionale. Donc, une correspondance entre des enfants provençaux et bretons, c'était quelque chose de très presque exotique pour chaque enfant, en fait. De découvrir, ils parlaient de la météo, de leur région,
de l'alimentation, de l'agriculture. Et il y a une anecdote par rapport à ça, donc, qui raconte dans une des biographies sur Freinet, un enfant provençal de la classe de Célestin Freinet a son correspondant breton. Et son correspondant breton lui écrit: écoute, avec ton écriture, vraiment, moi, j'arrive pas à te lire. Il faut que tu t'améliores dans ton graphisme, dans ton écriture, parce que c'est trop difficile pour moi de te lire. Donc l'enfant est blessé, l'enfant pleure, mais l'enfant va améliorer son écriture, pas parce que le maître lui a dit, mais parce que la communication ne se faisait plus. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, parce que c'est une des choses vraiment très importantes dans la pédagogie freinée, c'est basé sur la vie et sur le concret, sur ce qui se passe dans la vie, quoi. Et pourquoi on apprend à écrire? C'est pour communiquer, c'est pour s'instruire, c'est pour laisser une trace. Donc cette anecdote, elle m'a marquée, parce que dans un contexte d'alphabétisation pour adultes, ça peut être intéressant aussi. Voilà, dans cette pédagogie, il y a aussi le quad neuf qui est vraiment très important, c'est-à-dire et qui est qui a beaucoup de règles pour que ça se passe très bien. Donc les enfants sont en rond, pas forcément les uns derrière les autres comme dans une classe traditionnelle, mais en rond. Et le quad neuf, c'est on discute à tour de rôle. Donc il y a un enfant qui est le maître du temps, un enfant qui est le maître de la parole, un enfant qui est secrétaire si les enfants sont capables d'écrire. Voilà, si c'est une classe de maternelle, c'est l'enseignant qui va écrire pour eux. Et l'enseignant se tient à l'écart. Et donc, c'est une autogestion des enfants, mais avec des statuts très institués. Il ne faut pas croire que c'est l'anarchie et que tout le monde parle en même temps. Et à partir de ce quad neuf, il va y avoir... là, c'est vraiment aussi quelque chose d'important dans la pédagogie freinée, c'est l'imprévu. Donc, comment l'imprévu, un enfant qui va parler, par exemple, de ses vacances dans telle ville, eh ben, on va faire de la géographie à partir de cette donnée. On va étudier cette ville. Ou alors, à partir de tous ces écrits, on va travailler sur la langue, la grammaire, l'orthographe. Quand un enfant écrit au tableau tout ce que les enfants disent, bah après, là, on va étudier la langue. Voilà, donc le quad neuf, c'est une grosse matière d'apprentissage. Et alors moi, ce que je connais pas bien dans la pédagogie freinée, c'est les tâtonnements mathématiques. Ça, c'est comme, évidemment, comme je m'y suis pas intéressée de près, donc je peux pas en parler plus, mais voilà, voilà. J'oublie sûrement des choses, mais voilà. On aura sûrement l'occasion d'y revenir au cours Ouais. de la discussion. Donc là, en fait, tu as bien expliqué le fonctionnement tel que Célestin Freinet l'adaptait aux enfants avec lesquels il travaillait. Et toi, tu travailles donc dans le français langue étrangère. Comment est-ce que tu adaptes cette pédagogie à ton contexte? Donc ça, c'est une réflexion pour moi qui a commencé il y a environ 5 ans, quand j'ai découvert cette pédagogie et quand je me suis formée, auto-formée, que je suis allée à des réunions, le congrès freiné, des lectures, etc. Et donc oui, je me suis posé la question de l'adaptation, parce qu'on ne peut pas tout adapter. Les enfants, ils sont à l'école le matin, l'après-midi, 5 jours dans la semaine. Dans le contexte du FLE, on n'a pas toutes ces heures. Donc tous ces moments d'atelier autonome, parce que voilà, l'autonomie est aussi très importante dans la pédagogie freinée, des moments où on va dire, écoutez, pendant 1 heure, donc 1 heure sur une journée d'école, les enfants, vous choisissez vos ateliers lecture, atelier informatique, et vous vous entraidez, vous vous mettez en petits groupes, et pendant ce temps-là, l'enseignant est un peu en retrait. Ça, dire pendant 1 heure à un groupe qu'on a 2 heures le lundi, le mercredi, on ne peut pas. Voilà. Donc, je me suis inspirée surtout de toutes les activités d'expression orale et écrite. Donc, le quad neuf, ça, c'est quelque chose que je fais presque à chaque séance, mais qui peut durer juste de 5 à 20 minutes sur 2 heures. S'il n'y a rien qui s'enclenche, moi j'ai des outils pour déclencher la parole. Donc ça peut être des questions précises, ça peut être des images, la météo des humeurs, donc un document que j'ai créé un peu comme un baromètre. Donc comment je me sens aujourd'hui, et puis là ça va. Donc ça, le quad neuf, voilà. Le texte libre, oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, le texte libre,
ben, c'est écrivez ce que vous voulez. Donc ça, je ne le fais pas à chaque fois parce qu'on a quand même des objectifs, donc il faut quand même travailler des points précis. Mais je le fais de temps en temps quand même. Et il y a des choses qui viennent qui peuvent être très surprenantes. Là, pendant le confinement, j'avais un groupe de FLE B2, donc bon, B2 donc, qui parlait vraiment bien, qui n'ont eu aucune difficulté à se mettre sur Zoom pendant tout le confinement. On avait 2 cours par semaine, donc des étudiants de la mairie de Paris. Et on se voyait le lundi soir et le mercredi soir. Et tous les mercredis soirs, je leur donnais une production écrite. Donc une fois sur 2, ou bien ils avaient 2-3 jours pour la faire à la maison et la déposer sur le Google Drive, ou bien en direct sur Zoom. Donc on fermait les micros et les caméras. Ils avaient 30 minutes pour écrire et le mettre sur le Google Drive. Et une seule fois, je l'ai fait qu'une seule fois, parce qu'il y en avait quand même en effet des objectifs et des thèmes à aborder. Mais une fois, je leur ai dit, bon voilà, je vais vous dire quelle est la consigne aujourd'hui. Donc ils s'attendaient tous à une consigne très précise. J'avais quand même écrit texte libre, écrivez ce que vous voulez partager avec les autres, écrivez ce qui est important pour vous. Bon, voilà, il y avait quand même un petit angle. Et j'affiche ça, et il y en a quelques étudiants étaient complètement paniqués. Donc certains étudiants m'ont dit, mais Alice, on peut tout et rien dire, mais qu'est-ce qu'on va dire? Et là, ils avaient 30 minutes. Donc, c'était vraiment la spontanéité. Je ne leur ai pas dit, vous avez 3 jours. Donc, et certains, au contraire, ont dit, mais non, justement, c'est génial. Et après, on a reparlé ensemble. Et ils m'ont dit, non, mais en fait, Alice, c'était vraiment un moment très fort parce que eh ben, ce qui est sorti, en fait, évidemment, ce qui sort à ce moment-là, c'est ce qu'il y a de plus important et de fort à un moment précis, quoi. Donc, il y a eu des écrits, en effet, très personnels mais qu'ils allaient partager avec les autres. Donc j'aurais dit, là, mettez pas quelque chose de trop personnel parce que ça va être sur le drive et à chaque fois on travaille dessus, vous les lisez en groupe. Donc ça, c'est une activité forte quand même, riche en émotions, le texte libre. Hein. Ça paraît tout simple, mais après ça enclenche beaucoup de choses. Et avec les apprenants en alphabétisation, donc à l'association où je travaille à Montreuil, pareil, ça va être autre chose, mais si on leur dit bah, pendant 20 minutes, vous écrivez ce que vous voulez, là en alphabétisation, ça va être un peu différent. Ils peuvent choisir de recopier une page, mais ça va être leur choix, vraiment leur envie. Alors ils peuvent vouloir dire quelque chose de précis et là ils me demandent mon aide. Donc, ils me disent oui, j'ai envie de parler de ma famille, de ma sœur, il s'est passé ça. Je dis, alors déjà, nous, on a plusieurs outils, donc le but, c'est vraiment de rendre autonome et que l'enseignant soit le plus en retrait. Donc, on a des imagiers, des petits livres de lexique, des tout petits dictionnaires. Ils ont leur cahier avec des textes où ils vont retrouver des mots. Et c'est comme ça qu'on va essayer de faire un peu le texte libre. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé Est-ce que je les ai là? Voilà. Donc, en fait, les petits livres, c'est à partir d'une feuille A4. C'est un pliage particulier. Donc, ça, il y a beaucoup de tutos aussi. Donc, c'est une feuille avec un pliage particulier. Et on découpe au milieu. Je pourrais vous faire un tuto en direct. Et en fait, ça fait un livre. Et donc, ou bien on leur donne un petit livre vierge, donc tout blanc, et eux, ils le remplissent, ils écrivent ce qu'ils veulent à l'intérieur. Donc, par exemple, celui-là n'est pas vide. Voilà. Donc là, voilà la feuille. Moi, je l'ai pliée et j'ai fait des cadres. Et après, j'ai mis les numéros. Et eux, ils remplissent comme ils veulent. Donc, ou bien on peut donner une thématique, ou bien ils racontent, et ils peuvent faire des dessins, ils peuvent être, s'ils ont du mal à écrire, ils peuvent mettre juste 2 mots par page. Et ça donne, par exemple, on avait travaillé sur la nourriture, donc avec des dessins. Bon, là, c'est en noir et blanc parce que je l'ai photocopié, mais elle l'avait fait en couleur. Donc voilà, donc on avait travaillé sur j'aime quelque chose, je n'aime pas. Après, on a travaillé plus tard avec les partitifs. Et c'est vraiment un outil qu'on peut travailler, mais à tous les niveaux. Moi, petit à petit, je me suis dit que j'allais développer une petite bibliothèque moi-même, que j'allais écrire des petites histoires ou des petites choses et que ça allait faire des... donc là, j'en ai des petites
voilà, des histoires où je me suis amusée à dessiner. Bon, j'aime bien dessiner, donc évidemment, voilà. Et il y en a un qui a déclenché des choses. C'est par exemple, s'il y avait un thème d'écriture, c'était parler d'un objet qui est important pour vous dans un petit texte. Comment est cet objet? C'est pour un niveau assez débutant. Hein. Comment est cet objet? Il vient d'où? Pourquoi il est important pour vous? Et moi, j'avais fait ça. D'abord, j'avais un peu raconté. Donc évidemment, moi j'aime bien dessiner, mais ça leur met pas plus que ça la pression. Il y en a qui se lâchent quand même et qui se disent pas, oh là là, je pourrais jamais. Et donc, moi je me suis dit petit à petit que ça pouvait faire une petite bibliothèque parce que pour les apprenants débutants, parce qu'on a toujours du mal en tant que prof de FLE à trouver de la littérature. Je dis pas du tout que je fais de la littérature, mais à trouver une base de lecture pour les apprenants débutants. Et c'est encore plus difficile pour les personnes qui sont en difficulté avec la lecture. Donc là, et moi je mets tous les petits livres dans une petite boîte comme ça, qui est une boîte de vis. En fait, et ça rentre parfaitement. Et en fait, ça me fait ma petite bibliothèque portative. Donc ça, c'est vraiment un excellent outil. Et il y a aussi une autre possibilité d'utiliser le format petit livre à partir de leur texte. Donc, je vais compiler leurs textes, je vais les taper à l'ordinateur et je vais en faire un petit livre tapé à l'ordinateur. Donc, en fait, il y a des sites internet. On peut copier-coller tout le texte et le site internet va le mettre en petit livre. Donc là, c'était sur les présentations. Et donc, après, il y a leur nom. Donc, ça compile. Voilà. Et en fait, le site internet, il les met à l'envers, il les met exactement comme il faut. Et voilà, il fait la couverture, la quatrième de couverture. Et après, il y a même les numéros de page. Et ça, moi, c'est une base de travail pour les publics peu scolarisés. C'est une super base de travail parce qu'avec ça, on va faire des dictées, on va étudier le lexique, les verbes, on va étudier énormément de choses et c'est leur texte à eux. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de très fort dans la pédagogie freinée, c'est d'utiliser leurs paroles. Alors bien sûr, on fait venir d'autres textes de l'extérieur, mais ce n'est pas la majorité. Je pense que si on fait venir un nouveau document de l'extérieur toutes les 2 semaines pour les publics peu scolarisés, ça suffit en fait, parce que on en a peut-être parlé pendant l'interview, je pense qu'on a ce travers en tant que prof d'apporter beaucoup trop de choses de l'extérieur, alors qu'eux, ils ont plein de choses en eux et qu'ensemble, ils peuvent apprendre plein de choses et s'échanger plein de choses. Et donc, il y a aussi quelque chose de... Moi, j'ai découvert la pédagogie freinée par la MNLE, la méthode naturelle de lecture et d'écriture. Ça, on pourrait le décrire très longtemps. Et c'est une méthode qui utilise leurs paroles, donc pour apprendre la lecture. Voilà. Oui, c'est intéressant cet objet, surtout dans un cours d'alphabétisation, ça doit permettre de les réconcilier un petit peu aussi avec l'objet livre. Puis ils doivent se sentir fiers d'être les auteurs d'un vrai, finalement c'est un vrai livre. Ouais, ça aussi, ça doit participer justement à leur sentiment de succès en cours d'alphabétisation. Oui. Et pour le FLE B2, l'objet, ce petit livre, je ne l'avais jamais fait avant le confinement. Parce qu'on se dit, oui, ils sont en B2, ils n'ont pas envie de dessiner, ils vont trouver que c'est quelque chose, une activité d'enfant. Et en fait, je me suis lancée avec les FLE B2 pendant le confinement par l'intermédiaire de Zoom. Donc, je leur ai expliqué, ils étaient 25 là en galerie Zoom. Je leur ai dit, prenez une feuille A4. Et en plus, ce qui est super, c'est que ça peut être une feuille qui a quelque chose d'imprimé derrière. Donc, ce n'est pas le cas là. Mais en fait, dans ce pliage, on n'utilise que le verso. Donc, on peut récupérer plein de brouillons et on en fait des petits livres. Donc, en plus, on fait du recyclage. Voilà. Et donc, je leur ai dit, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le petit livre. Je vous montre le pliage. Je vous renvoie un tuto sur YouTube, vous vous entraînez. Et je vous laisse 2 semaines pour faire un petit livre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je leur ai montré l'exemple de celui-là, par exemple, où je parle de ma région d'origine, la Normandie. Et je leur ai montré plein d'exemples. Et je leur ai dit, vous pouvez écrire, dessiner, il y a le titre devant. Et je pourrais donner le lien du Padlet, mais sur un Padlet, j'en ai recensé plusieurs et ça a été incroyable. Et je pense que c'est le confinement qui a joué, c'est on n'en peut plus au bout d'un moment avec le confinement d'être devant les écrans. Et là, ils ont repris
le papier, les stylos, les feutres, les crayons, et ils ont fait des œuvres d'art, quoi. Vraiment, où ils ont raconté des histoires, où ils ont parlé ou bien d'un thème de société qui les préoccupait, ou alors d'un souvenir. Il y avait des couleurs. Il y a une étudiante qui, au début, n'était pas trop sûre d'elle et qui a mis vraiment plus que le délai que j'avais demandé, mais bon, c'était pas grave, pour le faire. Et à l'intérieur du petit livre, elle a fait des petits pliages et ça faisait un livre pop-up un peu. Quand elle l'ouvrait, il y avait des pliages qui sortaient. Incroyable la créativité. Et après, pour lire. En fait, je leur ai dit, bon, bah voilà, après, à chaque séance, il y aura un, deux ou trois apprenants qui va présenter son petit livre aux autres. Donc, en gros, voilà, ils montraient face caméra. D'abord, ils le feuilletaient comme ça. Bon, moi, je montre le mien, mais j'ai pas les leurs, ils sont chez eux. Ils le feuilletaient, voilà. Ils montraient un petit peu ce qu'il y avait dessus. Et après, ils le lisaient à tout le monde. Donc, même pendant Zoom, on peut les amener à être créatifs avec du papier et des crayons. Et je trouve que enfin, moi, j'aime bien revenir des fois aux bases de l'écriture, du dessin, du papier. Et c'était super. Oui, c'est très vrai. C'est un travail de la main aussi. On s'aperçoit que c'est nécessaire pour apprendre, hein. On intègre différemment quand on écrit à la main. Et c'est intéressant aussi de les faire sur papier avec un stylo, ces petits livres. Ouais. Et effectivement, de lier avec des dessins, je trouve ça vraiment bien parce que ça lie justement avec des images, ça permet d'y mettre des émotions, d'avoir des Ouais. couleurs, de mieux retenir vraiment les choses. Et puis, plus c'est personnel, mieux on enregistre, en effet. Ouais. Ouais. Et donc, vous vous servez de ces petits livres comme support ensuite Oui, pour l'apprentissage. alors je m'en suis pas servi comme support avec les FLE B2 sur Zoom parce que c'était là pendant Zoom Oui. c'était compliqué parce que ce qui est vraiment intéressant donc en présentiel, on va parler du présentiel. En présentiel, donc moi en fait je classe petit à petit tous les petits livres dans un petit album photo. Et ça me fait une petite bibliothèque. Il faudrait que je les range un peu par thématique parce que maintenant, je commence à en avoir beaucoup. J'ai commencé en 2017. Et des fois, je ressors des petits livres d'anciennes classes que je ramène à une classe l'année suivante. Donc ça, on peut faire ça. Mais dans une même année, dans un même groupe, je m'en sers ouais, pour alors, donc, du coup, toutes les activités qu'on peut faire. Donc, ce qui est vraiment pratique, c'est que quand on a ça, on fait la photocopie, on en photocopie 10, 15, 20 et à partir d'une seule photocopie, on va pouvoir travailler pendant une séance et peut-être même plus. Et je pense même avec les B1, B2. Hein. Donc là, par exemple, là, c'était pourquoi vous apprenez le français. Par exemple, on peut les mettre en binôme. Ils vont lire ensemble. Donc on peut avoir une phase en grand groupe avant où on va lire ensemble, où chacun lit son texte. Les autres peuvent poser des questions sur ce qu'il a voulu dire, demander des précisions. Et après, en binôme, ils peuvent se faire des dictées à deux, par exemple. Si c'est des apprenants qui ont des difficultés avec l'écrit, l'orthographe, ils choisissent un texte. Donc celui qui lit le texte doit vraiment faire l'effort de bien lire et bien articuler, que l'autre doit bien entendre pour pouvoir bien écrire. Après, il y a pour la correction, donc ils corrigent toujours à deux en binôme. La personne qui a dit le texte ou bien va l'aider à corriger les erreurs, ou bien va juste lui dire bah, écoute, pour l'instant, tu te corriges tout seul et on en parle ensemble. Et après, ils inversent. Après, en grand groupe, on discute un petit peu des erreurs qui ont été faites et on analyse un peu. Sinon, je fais des compréhensions écrites, donc je cherche des questions à partir des textes. Donc comme ça, ils doivent chercher dans le livre. Et voilà. Bah, celui-là, j'avais décidé de remettre des questions à la fin. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Mais voilà, pour que du coup, eux se posent des questions sur eux, leur apprentissage du français. Et ce qui est vraiment chouette avec les petits livres, c'est qu'une fois qu'ils savent bien le plier, quand je dis à une séance, bon, bah, il y a un nouveau petit livre à partir de vos textes, donc il y a le pliage, et puis après, il y a un moment de silence, parce qu'il y a la lecture individuelle, et qui sont tous avec le petit livre, et que c'est pas comme lire une feuille à 4 en fait. Il y a vraiment le principe de feuilleter ce petit livre, et ils sont tous hyper concentrés. Et puis des fois, je vois des petits sourires, des petits rictus, parce que ça parle d'eux, ou que ça parle de leurs potes, et
Et c'est vraiment ce moment, moi j'adore ce moment où, ce moment où ils l'ont plié, ils l'ont dans les mains, et il y a une dizaine de minutes de silence et ils découvrent le livre. Et c'est un moment individuel vraiment important, en tout cas euh, quand on travaille sur l'écriture, la lecture. Et voilà. J'ai commencé cette méthodologie avec les publics peu scolarisés, euh, parce que les publics peu scolarisés nous poussent à chercher plus, nous poussent à sortir du cadre scolaire et de la méthodologie assez classique. Et petit à petit, bah, je me mets à faire la même chose avec des publics très scolarisés. Euh, et c'est intéressant parce que des fois, les publics très scolarisés sont beaucoup plus perturbés parce qu'ils ont eu l'habitude d'un certain cadre avec un tel enseignement de la grammaire, le prof qui va faire sa leçon. Et là, les étudiants que j'ai eus au second semestre, là, en fait, avant le confinement, les B2, je les ai eus que 4 séances en présentiel. Mais pendant ces 4 séances, je leur ai quand même vraiment bien expliqué quelle était ma méthodologie. Je leur ai dit, bon, écoutez, vous allez peut-être être un peu surpris. Moi, je fais très peu de leçons de grammaire en transmissif. Je vais vous faire écrire toutes les semaines. Vous allez écrire un texte par semaine. Vous allez corriger vos erreurs tout seul. Vous allez discuter de vos erreurs ensemble. Vous allez analyser vos erreurs. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Ils étaient un peu, ils étaient un peu perturbés au début. Et après, le Zoom est arrivé très vite. Et vraiment, il s'est avéré que c'était quand même un super groupe. Et je pense que le confinement a fait que ces séances Zoom étaient hyper importantes. Parce que certains habitaient tout seuls dans un studio ou n'avaient plus aucun contact avec la langue française, même s'ils étaient à Paris, parce qu'ils sont ou bien en famille dans leur langue ou en couple dans leur langue. Et ces séances-là étaient hyper importantes. Et la séance Quad 9, qui normalement prend 10-15 minutes, s'est étirée au fil du confinement et des fois durait 30 minutes, 40 minutes, parce qu'ils adoraient parler en petits groupes. Et c'est vrai que Zoom permet cette division en petits groupes vraiment bien. Et maintenant, en ce moment, les cours sont terminés, mais je leur demande de remplir un bilan parce que ça m'intéresse beaucoup leur point de vue sur mon cours. Et je leur dis, mais critiquez dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Je leur ai donné des questions précises. Et ce qui les a vraiment marqués, c'est les séances en petits groupes, le quad 9 et l'écriture d'un texte par semaine. Et ils m'ont dit, mais à ce moment-là, parce qu'il y a un moment donné, au bout d'un mois, on a fait un pré-bilan. Et certains disaient, oui, on ne fait pas assez de grammaire. Donc j'ai dit, alors, on ne fait pas assez de grammaire de manière traditionnelle, mais vous en rendez peut-être pas compte. Mais quand vous écrivez un texte par semaine, que vous cherchez le vocabulaire, la grammaire, que moi, j'annote tous vos textes avec des commentaires et que vous devez chercher tout seul la correction, vous faites de la grammaire, en fait. Mais pour eux, c'était très perturbant parce que ils pensaient ne pas en faire, en fait. Donc, voilà. Oui, non, ça c'est quelque chose qu'on observe en effet assez souvent. C'est les publics scolarisés sont habitués, comme tu l'as dit, à un certain cadre. Et dès qu'on leur demande de prendre de l'autonomie, en effet, c'est perturbant pour eux parce ils sont habitués. Ça me paraît assez logique finalement que ce soit plus facile avec des publics qui n'ont pas eu cette structure où ils reçoivent en plus. Enfin, c'est vrai dans la plupart des pays, pas seulement en France. Quand on va à l'école, on reste quand même assez passif. Et on n'a pas du tout l'habitude justement de faire autant de production et de retravailler à partir de production. Ouais. Et donc, en fait, tu parlais de diviser en petits groupes, mais le quad 9, il se fait en plénum, non? Ou tu le fais en petits groupes? Alors, le P9, et en fait, le FLE B2, c'était un groupe entre 20 et 25 apprenants. Donc, évidemment, quand ils se connectaient tous, donc 2 soirs par semaine à 18h30, on était en grand groupe et on discutait un petit peu ensemble. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelques apprenants très bavards, charismatiques, qui prenaient beaucoup la parole. Et c'est pas simple de distribuer la parole sur Zoom, ou alors on coupe tous les micros et j'avais pas envie d'en arriver là, avec la petite main qui se lève. Donc, il y avait un quad 9 général qui durait mais quelques minutes. Et puis, en plus, s'il y avait des retardataires, c'était pas très grave parce que très vite, je divisais les petits groupes et petit à petit, ceux qui arrivaient, je les distribuais dans les petits groupes. Et en fait, à chaque fois, je leur donnais. Donc, j'avais préparé un quad 9 spécial confinement parce que c'est vrai que dans le confinement, des fois, on a l'impression.
ne sait pas trop quoi se raconter, on n'est pas parti en week-end, on n'est pas sorti au cinéma. Donc, le quoi de neuf, la question c'était est-ce que tu as vu un film hier à la télé? Est-ce que qu'est-ce que tu as cuisiné? Vu que tout le monde se mettait à cuisiner énormément, qu'est-ce que tu as cuisiné? Parle-nous de ce que tu as cuisiné. Il parlait beaucoup de ça. Est-ce que tu as fait un apéro Zoom avec ta famille ou avec tes amis? J'avais fait vraiment un questionnaire spécial confinement sur le quotidien du confinement. Et donc, en fait, il se racontait énormément de choses à partir de ces questions-là. Et là, c'est sûr que sur Zoom, j'ai beaucoup utilisé les petits groupes, vraiment beaucoup, parce que, évidemment, en classe, on peut le faire aussi, mais dans une classe qui n'est pas si grande et où il y a 25 ou 30 étudiants, il y a vite un brouhaha quand on fait régulièrement des petits groupes. Donc là, avec Zoom, c'était vraiment très positif. À chaque fois, en plus, quand on clique sur diviser en petits groupes, c'est Zoom qui choisit, c'est vraiment du hasard. Après, nous, on peut recréer, changer un peu pour qu'ils aient l'occasion de se parler tous ensemble. Ça les a énormément marqués. Et moi, vraiment, ils ont vraiment beaucoup apprécié. Ils ont dit que ça leur avait amélioré leur expression orale, que sinon, en grand groupe, ils se sentaient timides, qu'ils n'osaient pas parler, que c'est souvent les mêmes qui prenaient la parole. Et que ça leur avait fait beaucoup de bien pendant le confinement. Après, en vraie classe, je pense vraiment que l'année prochaine, en présentiel, je vais faire beaucoup plus de petits groupes, quitte à demander une autre salle dans l'école et à se déplacer un peu, mais pour se sentir libre de parler un petit groupe pendant 20 minutes. Et ces petits groupes, en fait, je ne les ai pas utilisés que pour le quad neuf ou pour des échanges informels. En fait, on les a utilisés pour tout. C'est-à-dire que donc chaque mercredi, ils écrivaient un texte, donc, ou bien en 30 minutes, ou bien ils avaient 2 jours pour l'écrire. Et donc moi, je les annotais sur Google Drive avec les commentaires. Et donc chaque lundi, il y avait le code neuf, et après, en petit groupe, ils devaient chacun lire leur texte d'abord, et après essayer de corriger les textes ensemble. Et il y avait énormément de réflexions. Donc moi, je passais... donc, au bout d'un moment, ils savaient tous utiliser le partage d'écran, donc ils partageaient leur écran en petit groupe. Moi, je passais de petit groupe en petit groupe, je notais des choses, je revenais dessus après. Des fois, j'allumais ma caméra et mon micro quand je sentais qu'ils n'arrivaient pas à résoudre quelque chose, qu'ils n'arrivaient pas à corriger. Hop, je les aidais, ou j'envoyais des petits messages dans la partie de chat. Et ça, ils ont beaucoup apprécié aussi. Ils ont dit, en fait, en petit groupe, on peut résoudre des problèmes. On peut corriger parce qu'on va se corriger les uns les autres. Et ils n'ont pas dit clairement, on n'a pas toujours besoin du prof, mais pour moi, ça voulait dire ça aussi, et c'est un peu le but. C'est qu'ils sentent qu'ensemble, et même des fois tout seuls, ils peuvent chercher des choses, et ils ont vraiment réalisé que ça imprimait bien. Après, en petit groupe, qu'est-ce qu'on a fait? Alors les corpus d'erreurs, donc de temps en temps, je faisais pas ça toutes les semaines, mais à partir de leur production écrite, je relevais des erreurs intéressantes, et en petit groupe, ils essayaient de corriger. Je leur donnais toujours une consigne très précise, mais c'était assez difficile pour eux. C'était donc corriger l'erreur et essayer de trouver une règle à chaque fois. Trouvez vous-même la règle. Pourquoi cette erreur a été faite? Comment essayer de ne plus la refaire? Et ça, c'était vraiment pour les FLE B2, c'était assez difficile. Ils avaient. Est-ce que c'est parce qu'ils pouvaient pas, qu'ils y parvenaient pas, ou qu'ils étaient habitués à attendre la règle du prof? Je sais pas trop. J'hésite un peu entre. Je suis mitigée. Je pense que c'est un peu de tout. Une habitude. Ouais. Et en fait, ils arrivaient à se corriger, mais pas à citer la règle. Ouais, de temps en temps, mais vraiment. Donc, d'un côté, ça peut être un point positif. Ça veut dire qu'ils avaient intégré, ils sont en immersion, ils habitent en France depuis 1 an ou plus. Ils ont fait des études, ils parlent des fois même plusieurs langues. Donc, ils ont vraiment intégré des formes. Ah, mais oui, c'est ça. Ah, mais oui, ça, je l'ai entendu. Mais ils n'arrivaient pas forcément à l'expliquer. Donc, je leur ai dit, d'un côté, c'est positif. Vous l'avez intégré, c'est super. Mais c'est vrai que si vous voulez ne plus refaire cette erreur, ce serait quand même bien d'essayer de l'analyser. Et ça, ils avaient vraiment beaucoup de mal. Donc, après, c'est moi qui... Il y avait des fois, on faisait des grosses sessions où je corrigeais le corpus d'erreur avec le grand groupe, et où à chaque fois, j'énonçais la règle. Et du coup, c'était vraiment intense. Je me disais pour eux, oh là là. Et je leur disais, bon, on est sur Zoom, mais n'oubliez pas, vous avez quand même votre cahier et qu'il faut prendre des notes. Hein. Et je suis même pas sûre que pendant... Ça se trouve, ils n'ont jamais pris de notes parce que on avait perdu un peu l'habitude d'écrire sur un cahier. Enfin, pas moi, mais voilà.
Puis après, il y a eu on a fait un petit peu de travail théâtral, donc je leur avais donné des dialogues de. Alors c'est Roland Dubillard qui fait de super dialogues, vraiment pour le fleu, ils étaient morts de rire. C'est des textes complètement absurdes. Ça s'appelle Dialogue. Donc c'est un tout petit livre avec plein de dialogues très très absurdes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même certains dialogues qui sont possibles à étudier avec des niveaux assez débutants, des petits morceaux. Et donc, je l'avais mis sur le drive. Donc, moi, j'avais mis en place un drive où je mettais un peu tout par rubrique et un Padlet où je mettais les chansons, les films et les documents audiovisuels. Et donc, j'avais mis cette petite pièce de théâtre dans le drive. Et je leur ai dit, bon, voilà, je vous mets par binôme et je vous laisse découvrir le thème, le texte et vous le lisez ensemble. Et c'était vraiment génial parce que moi, je passais de petit groupe en petit groupe et puis je les entendais découvrir le texte, le lire et rire en même temps. Donc, on a fait ça en petit groupe et puis des études d'extraits de films. Donc, on regardait l'extrait de film tous ensemble et en petit groupe, ils essayaient de comprendre, de parler de ça. Donc, on avait mis un rituel en place parce que quand on a fait le pré-bilan au bout de 1 mois de Zoom, euh, ils m'ont réclamé ils m'ont réclamé des chansons et des films. Donc, j'aurais dit, ok, on va peut-être pas étudier la chanson en profondeur à chaque fois, mais si vous voulez, tous les lundis, on commence le cours par une écoute de chanson. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis tous les mercredis, un extrait de film ou une bande-annonce. Donc, moi, j'avais vraiment fait un gros stock sur le Padlet. Donc, voilà, on a fait ça. Ils ont beaucoup apprécié aussi. Ils m'ont dit que ça leur a ouvert des portes sur des films, des artistes, des chansons, des radios. On a écouté des petits extraits de podcasts. Et bon, voilà, du coup, je parle moins de freiner, je parle plus du ce FLE B2, mais c'était une expérience vraiment très, très enrichissante pour moi. Oui, en fait, apparemment, on dirait que le fait d'avoir enseigné avec Zoom, ça a permis de nouvelles choses. Mais finalement, ça correspond bien à cet esprit freiné qui était assez innovateur pour l'époque. Et ici, les nouvelles technologies, pour nous, bah, c'est Zoom. Oui, Et donc, ça recoupe bien ça, en fait. Ça permet à nouveau d'innover et on dirait que ça c'est bien adapté justement à cette pédagogie. Ton expérience, elle est plutôt positive alors. oui, alors elle est très positive avec les FLE B2. Par contre, avec les publics peu scolarisés, c'était vraiment difficile. Moi, j'ai 2 autres groupes, donc à l'association des femmes de la Boissière à Montreuil, des femmes en situation d'analphabétisme. Donc là, c'était vraiment compliqué, mais il y en a certaines qui ont réussi à se connecter à Zoom. Au bout, on leur a fait des tutos. Enfin, moi, j'ai fait avec des applications d'enregistreur d'écran. Je leur ai montré sur mon téléphone. J'ai enregistré sur mon téléphone tout ce que je faisais. Je leur ai envoyé. Donc, on a essayé de mettre en place quelques séances Zoom. On a beaucoup gardé le lien par WhatsApp. Donc, avec des publics peu scolarisés, c'est pas évident. Et j'avais un autre groupe de la mairie de Paris, scolarisé mais peu, donc jusque certains primaires collèges. Donc, des personnes qui n'ont pas d'ordinateur portable. Donc, ils ont fait toutes les séances Zoom sur leur smartphone. Donc vraiment pas confortable pour eux parce que si je montrais un petit texte, j'imagine que voilà, pour eux ils lisaient le texte là-dessus alors que moi c'était beaucoup plus grand. Donc je leur ai pas fait trop de lecture de texte ou alors je leur donnais en avance pour qu'ils se concentrent et qu'ils puissent le lire. Non, pour eux, je pense que ça a été un peu douloureux. Donc il y a des limites. Zoom, ça marche vraiment super bien pour les publics scolarisés qui ont un ordinateur, une bonne connexion, une adresse mail, qui savent se servir de Google Drive, déposer un document, taper à l'ordinateur, Word, voilà. Mais pour les personnes en situation de fracture numérique, on a sûrement encore des découvertes à faire et des progrès à faire. Mm. Voilà, moi, je me dis. Oui, ça accentue encore les différences finalement. Ouais. Ok, donc tu disais, ça c'était ton expérience avec le B2, mais pour en revenir donc à la pédagogie Freinet, donc on a compris que tu travaillais sans manuel finalement, à partir ton matériel, c'est souvent les productions des étudiants, ou alors de temps en temps tu as un document qui vient de l'extérieur. Mm. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est pas évident comme méthodologie. Ça veut dire qu'il faut beaucoup improviser. Il faut être toujours prêt il peut se passer n'importe quoi et le prof doit réagir. Ouais, c'est vrai qu'il faut être à l'aise avec ça. Euh, alors, j'avoue qu'avec des publics peu scolarisés, c'est très facile, mais là, j'ai repris un FLE B2 et ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait de FLE B2 parce que j'avais vraiment que les publics peu scolarisés débutants. Donc, quand tout d'un coup, ils demandent une règle de grammaire qui relève du B2 comme ça à l'improviste,
Moi, j'avais perdu l'habitude. C'est sûr, des explications grammaticales très fines et très précises. Ça, c'est clair. Donc, des fois, je leur disais très honnêtement, écoutez, je vais plus travailler la question et je vous dirai la prochaine fois. Voilà pour la Mais, partie grammaticale. mais alors justement, là, ça pourrait être une occasion de dire, bon, bah, on cherche ensemble, on est un groupe, et Oui, puis... alors toujours, à chaque fois, c'est vrai que quand il y a une question qui est posée, je me mets comme règle de toujours demander au groupe avant. Donc, qui peut répondre à cette question? Et voilà, ici, il n'y a personne, sachant que là, en B2, c'est un peu l'obsession. Une des obsessions, c'est le subjonctif, l'emploi du subjonctif. Et même nous, les Français, on n'est pas toujours d'accord. Il y a plein d'irrégularités, il y a plein de... ça, par exemple, il fallait que je me mette au point. Mais oui, l'improvisation, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont, et c'est très personnel, qui ont besoin d'avoir un cours très minuté. Et quand il y a des questions qui arrivent à l'improviste, ils disent c'est pas prévu, on verra la prochaine fois, ou alors ils y répondent en quelques secondes, mais ils n'insistent pas. Moi, pour moi, les questions, c'est des cadeaux. Vraiment, je pense que quand on pose une question, c'est qu'on a un intérêt, qu'on se questionne, qu'on recherche et qu'on a un intérêt pour ça. Donc, la réponse s'imprimera beaucoup plus facilement. Donc, pour moi, ces questions, c'est la matière principale et il est arrivé, en tout cas avec le niveau que j'ai à Belleville, qui est un niveau que j'ai depuis longtemps et que je connais bien. Donc, c'est un niveau A1, A2, mais peu scolarisé avec un décalage entre l'écrit et l'oral, difficulté à l'écrit. Il arrive que je prévois des choses, alors je prévois toujours des choses pour mon cours avec un objectif et un cheminement, mais il arrive que une question change tout l'aspect du cours. Si je sens que ça intéresse tout le monde et que tout le monde rebondit, ça peut changer. Je me rappelle d'une fois, c'était pendant les grèves des transports à Paris en janvier. C'était vraiment compliqué pour les étudiants de venir, qui habitaient loin, qui prenaient des trains de banlieue, des RER. Et une apprenante m'avait dit: ah là là, Alice, vous avez de la chance, vous connaître faire du vélo, un truc comme ça. Donc là, il y avait la confusion entre savoir et connaître. Tu sais. Et donc, on a fait tout le cours sur savoir et connaître. Et en fait, bah, on a fait des dessins, des cartes mentales. Je sais, on a écrit tout ce qu'on savait faire. Après, je connais tout ce qu'on connaissait. Et après, on a dégagé la règle ensemble. Quand on utilisait savoir, quand on utilisait connaître. Et en fait, bon, c'était pendant les grèves, ils étaient que deux. Donc, pendant les grèves, il y avait beaucoup moins d'étudiants. Mais je sais que ça peut paraître un peu désarçonnant pour certains enseignants. Mais Oui, ça ça veut arrive. dire qu'il faut être capable d'improviser sur un autre thème, quoi. On avait Voilà, préparé quelque chose et finalement, on ne fait pas ce qu'on avait préparé, on fait autre voilà. chose. Mais On- il y a quand même des automatismes. Par exemple, ah oui, faire des cartes mentales au tableau, se dire, bah, tiens, pour revoir tel vocabulaire qui ne va pas, on va se mettre à faire des mimes, on va se mettre... euh, voilà, il y a des automatismes. Mhm. Il Oui, y a- qui se mettent en place. Mm. Justement, donc toi, tu as beaucoup d'expérience, donc tu sais un petit peu comment tu vas te débrouiller avec une situation qui émerge. Mais pour un prof débutant, enfin qui souhaite se lancer dans cette pédagogie, est-ce que tu as des conseils sur la manière dont il pourrait s'y prendre? Et en général, et en particulier, je pense à la méthode du quad 9, c'est peut-être pas forcément évident quand des apprenants ne sont pas habitués à prendre spontanément la parole. Comment est-ce qu'on peut éventuellement lancer l'exercice dans un groupe où on Ah, débute? alors, déjà pour le code 9, il faut se dire que, ok, on est dans une classe, mais on est entre personnes, entre êtres humains qui vont échanger, qui vont se demander comment ça va. Et moi, au début, je prends aussi le cours comme ça. Euh, voilà. Et en tout cas, dans les 5, 10, 15 premières minutes, où des fois tous les étudiants n'arrivent pas tous à l'heure. Donc voilà, il y a un mouvement, donc on est installé, on commence à discuter. Donc il y a ça. Euh, il y a aussi le fait que moi, en tant que prof, j'essaye de pas trop parler. Donc j'essaye d'accueillir. Moi, j'ai toujours mon petit cahier où je note ce qu'ils disent ou des idées. Et en fait, en tant que là, pour le quad 9, on va cueillir des choses.
Ça peut être assez subjectif, hein, ça peut être en fonction de notre sensibilité, mais si par exemple il y a eu une erreur, on peut rebondir sur l'erreur ou pas, on peut la laisser. S'il y a une thématique, bon, par exemple, bon, je prends le coronavirus d'ailleurs, en janvier, fin janvier, il y a une étudiante à Belleville on était sur un thème grammatical, je ne sais plus du tout. Et tout d'un coup, elle avait l'air hyper paniquée. Elle me dit, Alice, c'est quoi le coronavirus? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on ne comprend pas, je m'inquiète. Bon, à l'époque, on ne prenait pas ça très au sérieux. En janvier, en tout cas à Paris. Euh, donc, on avait eu la chance d'avoir un ordinateur. On était 5-6, là, on n'était pas beaucoup. On avait la chance d'avoir des ordinateurs dans la classe, Internet. Je fais, écoute, on va faire des recherches. Et voilà, c'est attraper des éléments dans les questionnements et dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Et, et c'est sûr que moi, je n'ai pas commencé à faire ça dès le début, même si quand j'ai commencé, je le faisais quand même un peu, même si ce n'était pas structuré. La découverte de la pédagogie freinée m'a aidé à structurer ce que j'avais déjà un peu en tête, en fait. Donc, les conseils aux débutants, ce serait accueillir la parole des étudiants comme en essayant des fois un peu de gommer les relations prof-étudiant, je pense. On est expert, c'est notre métier, mais on a en face de nous des adultes, des personnes qui ont leur histoire, leur vécu, et on va accueillir. Et voilà. Alors, si le groupe il est de 5, 10, 15 ou 30 personnes, évidemment, ce n'est pas la même façon de gérer. Voilà. Et par rapport aux imprévus, non, moi je dirais aux profs débutants de quand même hyper bien préparer leur cours. C'est ce que je faisais au début, et des fois c'est ce que je fais encore, c'est hyper cadré, tout ça. Donc peut-être de hyper bien préparer le cours, mais de laisser la place à un petit imprévu, et peut-être par petites touches. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, effectivement, ils peuvent peut-être introduire des petites séances, pas trop longues au début, où on peut s'exprimer de manière libre et puis voir ce que ça donne et éventuellement enchaîner, ou alors avoir quelque chose sous le coude si jamais ça ne prend pas. Voilà, ça c'est de toute façon la règle de base. Moi, mon cours est toujours prévu en fait. Il y a toujours des choses planifiées. Je me dis jamais j'y vais et on va voir ce qui se passe. Bon, ça c'est pour tenir 2 heures de cours comme ça avec 20 étudiants, c'est pas trop gérable. Donc Oui, en fait, oui, je ne pensais pas vraiment sous ce point de vue-là, mais par exemple, si on prévoit 10 minutes d'échange et qu'on essaye ce quad 9, qu'on se dise, bon, si jamais ça ne prend pas, j'ai quand même une autre activité sur laquelle je peux enchaîner tout de ouais, bien sûr. suite sans Et attendre puis les 10 minutes. Mais pour évidemment, oui, je conseille aussi à tout le monde de préparer quelque chose et de ne pas s'arriver les mains dans les poches. ouais. Oui, oui, bien sûr. Après, moi, je suis en train d'essayer de faire vraiment enfin, je réussis à mettre tout ça dans une boîte, mais je pense que chaque prof pourrait avoir dans un classeur, mais c'est ce que font plein de profs, mais que ce soit vraiment léger. Euh, Là, par exemple, j'ai commencé à mettre ça juste dans une petite boîte comme ça, où il y a des petites cartes et plein de petites cartes. Et en fait, parce que j'ai encore des images, et en fait, dans une seule petite boîte, je pense qu'on peut avoir de quoi dégainer si pendant le quad 9, les apprenants ne parlent pas et ne sont pas inspirés. Et même des fois, ça peut être les mêmes questions pour tous les niveaux, mais il en ressortira des choses différentes du A1 au C1, C2, quoi. Oui. Oui, oui, justement, cet exemple raconte ta journée, c'est, Ouais, c'est bateau, quoi, mais... non, non, mais c'est mais excellent, justement. Chacun peut y mettre, on peut parler autant qu'on est capable de parler finalement. Si voilà, c'est une phrase, eh ben, c'est une phrase. Et puis, voilà. si c'est une petite histoire, ça peut aussi être une petite histoire. Mm. Et donc, en fait, je pense que quand on se penche à se faire des petites cartes, mais ça, c'est tous les petits trucs où ça, quand on se penche, on dit, tiens, allez, je me donne 30 minutes et je me fais plein de petites cartes comme ça. Et en fait, il y a plein d'idées qui viennent. Et ces cartes, elles sont faites et, et, et hop, on les range et on les a pour Oui, tout le temps, quoi. oui, 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 ça c'est vraiment une bonne idée. Ouais. D'accord. Ouais, voilà.
Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu souhaitais rajouter ou qu'on a oublié, qu'on n'a pas abordé? Non, là c'est pas mal déjà. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. Oui, on n'a pas tout vu, mais c'est vrai qu'on a déjà abordé pas mal de sujets. Alors, j'ai quand même une dernière question pour toi, puisque je ne l'avais pas encore posée la dernière fois. J'ai introduit cette question entre-temps. Je fais un petit clin d'œil au nom de mon blog qui s'appelle donc Culture Fleu et je voudrais savoir ce qu'évoque pour toi le mot culture. Ah, je crois que je l'ai entendu dans d'autres. La culture, c'est pour moi tout ce qui relève de notre histoire, de nos racines, de nos origines, euh, de nos pratiques. C'est, c'est pas, pour moi, c'est pas que l'art, ça va bien au-delà. Voilà, c'est tous nos codes, nos pratiques et très très liés aussi oui, à nos origines et nos racines, Mm. je pense. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup, Alice. Merci, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. À bientôt!